Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui calencule. Nous sommes aujourd'hui dans les néologismes étranges car nous sommes au festival des Calanques et des Bulles et qu'on trouve franchement que ce nom est trop long et mes deux comparses ont trouvé que calencule ça faisait une petite abréviation sympa. Donc Isaac, c'est toi qui venais l'idée je crois, non? C'est-à-dire que ça me semblait être une forme d'évidence, calanque, bulle, calencule, à un moment donné, il ne faut pas chercher midi à 14h. Thio, tu valides? En fait, le calencule est un insecte volant qui on ne trouve en fait qu'ici. Voilà, il a été découvert. Ta gueule à la bougraine du bourg. C'est vrai que c'était endémique. On n'est pas là pour faire des jeux de mots débiles, on est là pour vous parler de bande dessinée car nous allons faire de nombreuses interventions. Tout à l'heure, nous allons rencontrer Jean-Claude Mézières et l'interroger pendant 1 heure. Nous avons prévu les lampes très puissantes pour lui mettre sur la gueule. Il va parler. Nous allons rencontrer plein d'autres auteurs, car le festival est sympathique, même si c'est vrai que cette année, la programmation est un peu plus light que les autres années. Peut-être un problème d'organisation, il faudra qu'on chope les organisateurs. Non, c'est un problème de liaison, les autres années. Oui, c'est vrai. Il faudra qu'on chope les... Putain, les profs. Franchement, les mecs, faire un podcast entouré d'instit, c'est l'horreur. Donc, bref, ce que je disais, il y en a un qui est en train de mourir. On va aussi donc choper les organisateurs, un peu tous les stands qu'on peut trouver ici. Et en plus, on a un beau temps, même si c'est un peu venteux. Qu'est-ce que vous attendez de ce festival, les amis, cette année? Thio. Je prends du fun, tranquille, quoi, paisible. Du pastis. Mais surtout beaucoup de pastis. Ok, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos aventures. Nous sommes avec Émilie qui a fait l'école de commerce qui héberge le festival des Calanques et des Bulles. Et comme quoi l'école de commerce mène à tout parce qu'en gros, tu es en train d'essayer de te lancer dans la BD. Ouais, exactement, je me lance dans la BD, ça n'a rien à voir avec mes études. Enfin, il y a quand même un rapport, mais il faut creuser un petit peu pour le trouver. Comment est-ce que tu fais pour te dire je vais faire de la BD, là maintenant je veux en vivre quelle est ta démarche? Comment tu te lances? Déjà tu dessines j'imagine? Ça fait longtemps que j'aime dessiner et après quand j'ai eu mon diplôme je me suis demandé ce que je voulais faire vraiment de ma vie. Je me suis posé des questions et je me suis dit que j'avais un rêve, j'ai de la chance de savoir, d'avoir ce rêve et du coup je vais aller vers ça quoi. Donc là, tu nous as montré tes BD qui ont été reliés. Qu'est-ce que tu racontes dans tes BD? Alors, mes BD sont issus d'un blog qui est très récent, que j'ai ouvert juste après avoir reçu mon diplôme. Jeveuxvivre.com, dans lequel je raconte un peu la désillusion d'une jeune diplômée qui arrive sur le marché du travail. En ce moment, c'est difficile. J'ai beaucoup d'amis qui cherchent des CDI et puis ils tombent que sur des stages. Et donc, on fait beaucoup d'études et on arrive sur un marché qui est... saturé et face à ça moi je me suis posé des questions et je me suis dit est-ce que j'enchaîne les stages, est-ce que je baisse mon froc, je vais chercher des CDI, même des travaux que j'aime pas. Voilà, désillusion d'une jeune diplômée qui pensait que tout allait lui arriver dans les mains et en fait pas du tout et c'est pas mal d'ailleurs parce que ça m'a permis de poser les bonnes questions et de mûrir et de me forger un peu un mental par rapport à l'entourage et de dire je veux faire ce métier de la BD et de le dire haut et fort devant ses parents parce que c'est pas simple hein, on a quand même une pression de la famille, des gens qui attendaient de vous quelque chose de différent et finalement... Tu parles des gens qui ont payé tes études? Entre autres. Et c'est vrai, ils ont beaucoup misé sur moi. D'ailleurs, merci à eux. Je remercie mon papa et ma maman. Justement, tu viens d'une école de commerce, donc tu as peut-être fait une étude de marché du monde de la BD, tu as vu un peu l'actualité, c'est pas facile pour les auteurs de s'en sortir, même ceux qui publient. T'as pas une frayeur là-dessus? Est-ce que tu te dis pas que tu vas peut-être devoir, même en restant dans l'illustration, te donner, te garder des portes ouvertes à gauche à droite? T'as pensé à tout ça? J'ai bien sûr pensé à tout ça. Après, en me posant les bonnes questions, je me suis demandé qu'est-ce qui était important pour moi. Gagner beaucoup d'argent ou faire quelque chose qui me plaît.
Et maintenant, voilà, la réponse, elle est évidente pour moi. C'est faire quelque chose qui me plaît, qui sort du cœur. Et en regardant un petit peu ce qui marchait dans la BD, j'ai remarqué que les auteurs qui vendaient bien et qui arrivaient à se faire connaître, c'était ceux qui parlaient vraiment avec le cœur et qui montraient leurs sentiments, qui étaient pas dans l'ego en tout cas, qui faisaient pas des dessins pour dire voilà, regardez, je dessine super bien, mais qui faisaient des histoires parce que c'était un truc qu'ils voulaient raconter. Et par exemple, quand je dis ça, je pense à Aurélia Aurita par exemple, qui était avec nous il y a 3 ans. C'est des histoires qui sont sincères, et elle faisait pas ça pour la réussite, elle faisait ça parce que pour son mec quoi. Enfin, elle racontait ses histoires de fesses, mais ça venait du cœur et c'est... Enfin, ouais. Pas que. Voilà, et moi j'aimerais bien, c'est une personne qui m'inspire et c'est ce genre d'auteur de bande dessinée que je voudrais devenir. Alors justement, tu parles d'inspiration, mis à part Aurélia Aurita, d'autres noms, d'autres BD peut-être ? Alors ce qui me vient à l'esprit, Domas, qui est marseillais en plus, j'adore. Il a fait une BD, c'est Souvenirs de moments uniques. Ça, là aussi, on sent que quand on lit, ça sort du cœur, c'est beau. Il ment pas, il fait pas semblant. Et ça, j'adore cet auteur. Vraiment, Domas, si tu m'écoutes, je t'admire, j'adore. Tu pourras lui dire en vrai, il est là, il va être là. Il vient de passer derrière nous, tu vois. Ok, le site où on peut voir tes BD, c'est quoi ? Jeveuxvivre.com. On peut dire qu'il y a deux séries sur mon blog. Donc la série Je veux vivre, où on voit un personnage qui est inspiré de moi, qui chemine sur le chemin de la vie, et une série qui s'appelle Le Monde des Grands. Et là, Le Monde des Grands, c'est moi, quand j'avais 22 ans, que j'ai commencé à travailler en entreprise. J'ai commencé à me prendre des baffes dans tous les sens. C'est un super nom de domaine. Ok, ta dernière découverte, le dernier truc que t'aies lu en BD, que ce soit récent ou ancien, qui t'ait vraiment fait « Waouh, ça, c'est trop bien, je veux faire ça ». Alors là, j'ai vu un blog pas mal récemment, c'est le blog de Mariko. Parce que du coup, je me suis renseignée sur les auteurs qui venaient. Et j'ai regardé ce qu'elle faisait. C'est hyper sympa, c'est plein de couleurs. Puis elle aussi, on sent que pour le coup, ça vient d'elle, quoi. C'est sincère. Ok, pour te suivre, on va aller sur jeveuxvivre.com, on va aller jeter un œil à tout ça. Et merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Nous sommes avec Joe Lamouche, scénariste de Requiem pour un Esquimau. Bonjour. Bonjour à vous tous. Alors, tu es sur le festival pour présenter ta bande dessinée qui s'appelle donc Fido Requiem pour un Esquimau. Oui, exactement. Donc, une bande dessinée scénarisée par moi-même, Joe Lamouche, et dessinée par Zedero, que j'ai connu sur le site amateur, BD Amateur, il y a quelques années. Et de fil en aiguille, on a conçu cette bande dessinée qui est en fait un spin-off, d'une série qui s'appelle Coin Coin, qui est par contre entièrement dessinée par moi. D'accord, donc tu es aussi dessinateur. Pourquoi est-ce que justement tu as fait appel à un dessinateur pour faire la suite ? En fait, parce que niveau dessin, moi mon truc c'est de raconter des histoires. Niveau dessin, je fais quelques trucs, mais je suis pas très très fort, quoi. Et dès qu'il faut dessiner un truc un peu plus compliqué, genre un aéroport, des avions, des trucs comme ça, je préfère que ce soit fait par quelqu'un d'autre, quoi. Qu'est-ce que ça raconte, Fido Requiem pour un Esquimau ? Alors c'est l'histoire d'un privé qui, en fait, il y a eu un crime au pays du Grand Froid, donc c'est dans un pays genre le Canada. Et il y a un Esquimau qui a été assassiné, et donc Fido est appelé pour résoudre l'énigme de ce crime. C'est dans un style animalier, c'était quelque chose de volontaire, quelque chose tu y tenais à l'animalier ? Oui, parce qu'en fait j'aime beaucoup Levi Strandheim, et c'est un peu ma base, quoi. Il y a Levi Strandheim, il y a Disney, Picsou, Donald, tout ça. C'est plus facile de dessiner des animaux, pour moi, que dessiner des êtres réels, quoi. Oui, t'aurais pu demander à ton dessinateur de faire autre chose. Oui, mais comme c'est un spin-off d'une série que j'ai déjà dessinée, il valait mieux rester... Il y a aussi des personnages réels, des vrais êtres humains dans la bande dessinée. C'est un mélange d'animaux et d'êtres humains.
Non, ce que je pense par exemple à Chic Bill qui avait commencé en animalier, qui était devenu réaliste après. C'est vrai que c'était pas forcément, je sais pas, c'est au niveau du choix, tu vois, t'aurais pu vouloir, mais c'est vraiment, tu voulais rester dans cette veine. Pour l'instant, mais après ça, ouais, effectivement, ça peut évoluer vers autre chose. Je sais pas, là, il est prévu qu'on fasse la suite. Là, je vais écrire le scénario d'ici quelques mois, et je sais pas comment ça va évoluer. Que j'ai quelques idées comme ça. Mais ça peut évoluer vers autre chose, quoi. Donc c'est ton premier festival ouais. J'ai un peu tendu du string. Ouais, surtout que malheureusement il n'y a pas tes BD à côté, elles sont à la librairie à côté. On sort à côté, mais bon. Il y a l'édition, c'est un petit éditeur qu'on trouve difficilement. On vous trouve sur internet, mais on ne le trouve pas dans toutes les librairies. Ça rend les choses un peu difficiles pour la distribution, pour se faire connaître. Oui, mais bon. Enfin, moi, je fais ça en amateur. En fait, je fais ça pour m'amuser, quoi. Donc après, c'est pas très grave si ça marche pas plus que ça, quoi. Oui, donc t'as un autre vrai métier pour manger derrière. Je suis infographiste, donc je vis de l'infographie. Et la BD, c'est secondaire, quoi. C'est un hobby, quoi. C'est pour m'amuser, quoi. C'est pour rigoler. C'est pour le soir, je dessine une demi-heure, ou je fais des scénarios pendant une demi-heure, et puis ça s'arrête là. Après, c'est du bonus, quoi. Si ça peut aller au-delà. Pas plus mal, hein, franchement. En tant qu'infographiste, j'imagine que tu es très à l'aise avec un ordinateur. Tu t'intéresses aux nouvelles formes de BD en numérique, le turbomédia, d'autres formes. C'est des choses auxquelles tu as jeté un œil ou tu as envie de faire du classique papier? Je suis assez mitigé sur ça. Ouais, je préfère je dessine sur papier, après je scanne ce que j'ai dessiné et en fait je fais les couleurs sur Photoshop, quoi. Mais j'utilise des filtres. Enfin c'est un rendu, ça fait un peu aquarelle, quoi. C'est pas, je veux pas que ce soit des dégradés Photoshop ou des trucs comme ça m'intéresse pas, quoi. Je trouve que c'est froid, ça a aucun intérêt pour moi. Le dessin, d'abord, je le fais sur papier, puis après je le bidouille sur ordinateur. Tout ce qui est phylactère, les textes sont faits sur Photoshop avec une police que j'ai créée moi. Et voilà, quoi. Mais c'est un outil. Au niveau du dessin en lui-même, je suis encore assez papier, quand même. C'est quoi la dernière bande dessinée que tu as découverte, qui t'a fait faire waouh, cette BD est géniale, que ce soit vieux ou récent, hein. Là, dans les médias, voilà. Là. En fait, plus ça va et moins je lis de BD, quoi. J'ai redécouvert l'œuvre de Karl Barks, en fait. Parce que c'est édité depuis quelques années et le gars qui dessine Mickey aussi, Godefroy, je sais pas quoi. Godferson. Ouais, voilà, ouais. Merci. Et je trouve ça, niveau scénaristique, je trouve ça incroyable, quoi. Après les dessins, et j'aime beaucoup les premiers Mickey des années 30. J'aime beaucoup ça. Après, bonne évolution à l'escalier, quoi. Disney, c'est devenu un truc comme McDo ou je sais pas. Mais les premiers Mickey, c'est vraiment intéressant, je trouve. C'est une bonne base, quoi. Après j'aime moins. Mais bon. Premier petit retour à mi-chemin du festival et je sens un peu la déception poindre dans le regard de mes collègues et un peu dans la mienne, parce qu'il y a 2-3 petits points qui nous ont chiffonsouillés. Thio, je te sens de bonne humeur. Bon, disons que là, je viens d'avoir, là j'en ai gros sur l'estomac, comme dirait un de mes confrères. Je viens de bouffer à peu près une sorte de casse-dalle qui doit être une sorte de pain, un mélange entre du pain elfique et du pain nain. Saupoudré, voilà, de farine de fécule de maïzena pour que ce soit un peu plus léger. Ça a rajouté un petit peu du goût gustativement. Il n'y avait pas beaucoup de croquant, quoi. C'était pas malin, mais voilà, ça nourrit la bête, quoi. Bon, disons que c'est surtout qu'on a un peu perdu. Tu vois, on avait un pass festival qui nous faisait manger avec les auteurs, etc. Et cette année, apparemment, c'est pas possible. Voilà, c'est un peu étrange pour nous, qui d'habitude étions très très bien accueillis. Et cette année, voilà. Bon, ça va pas nous empêcher de rencontrer plein de gens sympathiques et de faire une chouette interview. Et puis on a le soleil. On a vraiment un superbe soleil. Oui, le soleil est là, heureusement, on en profite. Ça nous permet de débriefer tranquillement à l'extérieur en fumant une petite clopette. Maintenant, voilà, c'est vraiment dommage que cet accueil soit perdu, que ce lien avec les auteurs et du coup l'équipe organisatrice soit perdu.
parce que même quand il y a des petits couacs par-ci par-là, quand tout se passe dans la bonne humeur, on est prêt à pardonner plein de couacs, parce que tout le monde en fait, nous aussi. Maintenant, voilà, ça donne l'impression que d'année en année, au lieu de s'améliorer, on va vers plus de problèmes, plus de difficultés, alors que c'est pas censé être le cas. On prend en charge une conférence le samedi, une conférence le dimanche. Ce sont d'autres assos qui prennent en charge la venue de certains auteurs. Et à l'arrivée, on se retrouve avec encore des problèmes d'organisation, des problèmes même sur la bouffe et les repas. Enfin, voilà, ça laisse un petit goût d'amertume, alors qu'on est là pour passer de bons moments et rencontrer des gens. Et là, on rencontre personne. On voit plein d'orgas qui tournent en rond ou qui ne font rien et qui ne viennent pas nous voir les exposants, discuter. Voilà, je pense que le côté étudiant, c'est gentil, mais il faudrait que les étudiants se bougent les fesses. On essaiera de choper les organisateurs pour faire une interview un peu gonzo, où on va tracher. Tu feras ton Fogiel, tu le fais super bien, et puis tu n'auras pas à te forcer. Voilà, donc... Ah, la phrase qui tue. Tu n'auras pas à te forcer. Donc ouais, dans une petite déception maintenant, voilà, au niveau de l'organisation, l'endroit où il y avait les comics, maintenant ils ont fait vraiment un staff plus espace Japon avec les cosplayers, un atelier de calligraphie, des trucs qui ont l'air assez sympas, un photographe, ça a l'air plutôt cool. Donc tous les auteurs sont dans la même salle, alors que l'an dernier on avait vraiment un espace comics dédié. Maintenant il y a beaucoup moins d'auteurs que... Beaucoup, ouais. Excuse-moi, en fait, ils sont pas assez nombreux en fait pour remplir déjà juste la grande salle, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont tous réunis. Oui, donc là on voyait un des orgas tout à l'heure qui nous disait qu'ils avaient un problème d'organisation justement pour les invitations. On verra un peu, on vous tient au courant de la suite, et puis on va sans doute, entre nos impressions étranges, vous passer des interviews. Je suis avec Bassroom Quest, bonjour. Bonjour. Alors, rassure-moi, les strips que tu fais dans Glory Hall, c'est une façade et en fait t'es gentil. Non, c'est la vérité pure, c'est plutôt la façade qui est gentille et derrière c'est Glory Hall. Donc ok, donc je vais essayer de faire vachement gaffe pendant l'interview parce que d'un coup je me suis pas rassuré. Donc tu participes à Glory Hall, qui est un collectif humoristique de strip avec Mandrill Johnson, Gad et j'ai oublié le nom du dernier qui est arrivé. Alors en fait on est 5, il y a aussi Gigi Charogne et Megaboy. Mais Gigi Charogne ne fait que des scénarios. En plus, Megaboy, il est de Marseille à la base. Je l'avais rencontré il y a quelques années. Pour un strip publié, tu en jettes combien ? Alors, c'est pas vraiment comme ça. En fait, on avance nos idées. On essaie de se faire marrer entre nous. Et ensuite, si ça fait pas marrer tout le monde, on essaie de modifier les histoires, et parfois du coup d'une idée originale, d'une idée ça devient un strip complètement différent entre nous, et finalement on rejette on rejette des idées mais très peu de strips, parce que les strips sont déjà l'aboutissement d'une idée qui a été choisie. Ah ouais, donc pour chaque strip c'est vraiment un travail commun, vous faites pas chacun vos trucs dans votre côté en arrivant avec le strip tout fait en disant tu le prends pas. Ça dépend en fait. Gad fonctionne un peu comme ça, de moins en moins, mais on essaie. Moi j'aime bien justement d'abord faire marrer à l'écrit et ensuite dessiner. Mandry fait la même chose parce que dessiner lui prend beaucoup de temps par exemple, et du coup il peut pas se permettre de passer du temps sur le dessin alors que derrière ce sera pas utilisé. Vous avez un cahier des charges, des trucs, ça on n'a pas le droit, parce que c'est trop c'est trop mignon, on veut pas le faire. Ça non, c'est trop horrible, on n'en parlera pas. Quelque chose qui fait qu'il y a une sorte de fil rouge, une ligne de conduite sur Glory Hall. Alors il y a un fil rouge qui est implicite, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir le même esprit, mais après c'est nos personnalités, donc finalement on met dedans ce qui nous plaît. Après il y a des choses on favorise le gag avant tout, et du coup s'il y a des choses qui desservent le gag ou qui n'ajoutent rien au gag, on évite de le faire. Par exemple, un des exemples c'est la nudité en gros plan, des sexes en gros plan et tout ça, qui sont des choses qui nous font marrer mais qui font pas marrer tout le monde, et du coup il y a des gens qui vont rester bloqués sur ça. Et si on peut éviter la bite en gros plan, on évite de le faire. Mais c'est pas vraiment une censure, quoi.
J'ai trouvé qu'il y avait un peu de l'esprit de ce qu'on pouvait voir dans la bande pas dessinée, dans l'humour. C'est une de vos inspirations, et puis si c'est pas le cas, vous en avez d'autres? Alors la bande pas dessinée, c'est un pote de Gad, c'est Navo. Nous, c'est pas notre inspiration directe. Elle est plutôt américaine, plutôt du côté de Johnny Ryan, plutôt Perry Bible Fellowship, qui est aussi un blog assez connu. Elle est de ce côté-là, vraiment. Tu as fait le blog 666 Satan Street, je prononce pas bien parce que c'est trop compliqué. J'ai l'impression que l'histoire est finie, c'est le cas? En fait, elle est pas finie, elle est un peu mise en stand-by. 660, moi non plus, j'arrive pas à le prononcer. Quand je l'ai dessiné, je pensais pas à le prononcer un jour. Satan Street, c'était dans un processus de progression de bande dessinée. Je voulais créer une bande dessinée fondée sur l'interaction entre les personnages. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et du coup, j'ai inventé des histoires. Je me suis imposé un style graphique qui n'était pas vraiment le mien. Et aujourd'hui, il est beaucoup trop contraignant, même s'il paraît simple. Moi, c'est pas du tout la manière de dessiner. Et maintenant, il est trop contraignant et je voudrais bien le reprendre un jour. Mais pour l'instant, il est en stand-by. Tu as d'autres projets de récits un peu plus longs, et là, pour le coup, avec un style où tu serais plus à l'aise? Oui, en fait, là, je finis un CDD et j'embraye sur un projet en commun avec Gad, d'histoires courtes, d'une dizaine de pages. Et pour l'instant, j'en dis pas plus pour éviter de... Parce que c'est pas tout n'est pas encore déterminé, quoi, mais on a déjà une idée de départ. C'est un projet juste comme ça, où il y a déjà un éditeur Alors, c'est un projet juste pour l'instant comme ça, qu'on aimerait bien présenter. Après, c'est vrai qu'on le fait dans un optique de publication. Tu vis de tes bandes dessinées? Alors, c'est un premier album, c'est un album commun, donc non, pas du tout. Pour l'instant, non, je bosse à côté. Dans l'illustration, rien à voir? Vraiment, vraiment rien à voir. Est-ce que ta famille sait ce que tu fais? J'ai dû expliquer à mes parents ce qu'était un glory hole. Ça doit pas être facile. Si, parce que ça les fait marrer, ils savent très bien. Avec un bon dessin, ça passe, hein. Il y a beaucoup de BD numériques qui apparaissent en dehors du blog, je parle des nouvelles façons de raconter, comme on a pu voir dans Professeur Cyclope, le Turbo Média, etc. C'est des modes de narration qui t'intéressent? T'as une opinion là-dessus? Alors, j'ai une opinion là-dessus. La bande dessinée numérique m'a vachement intéressé, Professeur Cyclope, le Turbo Média, j'ai rencontré Malek aussi, et ça me fait bien marrer. Mais c'est pas du tout un langage, c'est un langage qui est différent de celui de la bande dessinée, qui anime, etc. Et j'ai vraiment un travail personnel pour essayer de faire les bandes dessinées les plus compréhensibles et intéressantes possibles. Et c'est un autre travail qui arrivera peut-être, mais il faut déjà que je maîtrise vraiment la forme de la bande dessinée classique pour aller vers cette expérimentation. Mais clairement, c'est des choses qui m'intéressent et qui sont intéressantes, notamment dans Professeur Cyclope, où ils ont vraiment réussi à dépasser la BD numérique qu'il y avait avant, et qui était de mettre des images animées dans des cases, et ça marchait pas super bien, quoi. Mettre des sons, mettre des trucs qui étaient un peu lourdes. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée? Donc c'est Feu de paille d'Adrien Demont chez Six Pieds Sous Terre, que j'ai découvert au Salon du Livre la semaine dernière. Et c'est un travail en noir et blanc avec des trames, c'est super beau. Je suis avec Laurie de l'association À l'ombre des bulles qui a fait venir le pôle comics, mais qui a eu une année un peu difficile, j'ai l'impression. Effectivement, cette année on a joué un petit peu de malchance puisqu'on a eu 2 annulations, 2 artistes que beaucoup de monde voulait voir. Il s'agit de Thomas Frisano et de Riccardo Burchielli qui ont eu des problèmes de santé et des problèmes personnels et qui nous ont prévenus un petit peu tard. Donc on n'a pas pu remplacer ces 2 personnes-là. Donc on espère que le public n'a pas été trop déçu. Mais sinon le reste du festival s'est bien déroulé quand même. On va pas se plaindre. Oui, c'est vrai, d'un côté, les problèmes de santé, en général, on prévient. Ça arrive un peu sans prévenir au dernier moment. Voilà, effectivement, notamment pour Riccardo Burchielli qui s'est blessé à l'œil. Dessiner avec une blessure à l'œil, c'est quasiment impossible. Donc forcément, on ne peut pas lui en vouloir. Et ils nous ont promis qu'ils allaient revenir à une autre occasion. Donc ce n'est que partie remise.
Ok, donc cette année il y avait un auteur espagnol et un auteur turc, pas trop galère la communication? C'était un peu la tour de Babel en fait, puisque Adrien, qui est un membre de l'association, parle turc, je baragouine un petit peu d'espagnol, on parle majoritairement anglais plus ou moins, donc en fait on s'est mis à parler un petit peu toutes les langues en même temps, ça faisait un joli mélange, puis du coup c'est sympathique, on a eu des beaux fous rires aussi de temps en temps. Votre association donc organise des dédicaces, des rencontres, vous avez un peu diversifié vos activités depuis l'an dernier? Alors on reste toujours sur le même type d'événements, donc des expositions, des dédicaces en librairie ou en festival, des animations pour les enfants. On essaye en fait de varier par rapport aux artistes, aux nationalités qu'on n'a pas l'habitude de voir en France et essayer de proposer une offre vraiment diversifiée dans le sud. On n'a pas beaucoup d'événements qui sont proposés spécialisés comics, donc du coup on joue la variété sur ça en fait. Quand il y a d'autres associations ou d'autres événements qui invitent des artistes en France, on essaye d'avoir d'autres artistes à proposer. Comme ça, l'offre est plus diversifiée, les gens sont plus contents et ont plus d'événements à faire. Bon, donc festival plutôt sympathique avec des auteurs présents, un moment qui a été plus sympa qu'un autre. Sans rentrer dans le trop trivial, expliquer les expressions françaises aux artistes étrangers, on a beaucoup ri, notamment la bouche en cul de poule. Je vous promets que c'est très très rigolo. Ensuite, avec le public, on en a eu pas mal parce que beaucoup de gens sont venus discuter, parler de l'association, de qu'est-ce que l'on fait, etc. Donc ça, c'est vraiment agréable, c'est ce qu'on recherche aussi sur les festivals, rencontrer les gens. On a pu expliquer aussi qu'on a des nouveautés, ça me fait penser à la question d'avant sur la diversification. On édite des prints cette année, donc c'est vrai qu'on explique un petit peu comment on fait, les dessins qui sont faits pour nous, comment on négocie avec les artistes, etc. Donc ça, toujours la rencontre avec le public, c'est toujours super. Et on a eu un gros groupe de cosplayers qui sont venus en comics, on a eu du Captain America, du Thor, etc. Donc quand il y a 15 personnes qui arrivent cosplayer sur le stand, ça fait un bel effet aussi, ouais. Cette année, les auteurs de comics, c'était avec les autres auteurs. Tu trouves ça mieux ou moins bien? Il y a du pour et du contre. Je sais que ça fait une réponse un peu conventionnelle. Il y a du pour et du contre sur les deux. Puisque du coup on a un petit peu moins la main libre sur l'organisation du côté comics puisqu'on est obligé de s'aligner sur le côté franco-belge quand on a les choses mélangées. Quand on était séparés, comme par exemple l'an dernier, ça avait été bien parce qu'on avait créé vraiment une unité visuelle et on avait essayé de définir un peu plus le pôle comics. Donc les deux sont bien, on essaye de s'adapter dans les deux cas. C'est vrai que nous on participe à l'organisation du pôle comics mais on ne participe pas à l'organisation du festival en général. Donc on est obligé de voir avec le festival et les Calanques et des Bulles comment on s'organise. Donc on s'adapte. Ton dernier coup de cœur en BD, quel que soit le genre, c'est pas obligé d'être du comics. Effectivement, moi je suis devenue très très fan de séries, alors pas de super-héros, mais qui restent quand même du comics, du type Tony Chu, Saga ou Why the Last Man. C'est vraiment des récits à part entière qui ne sont pas dans où on n'a pas besoin d'avoir une continuité aussi, une connaissance de la continuité de l'histoire. Et je trouve ça très très bien, que ça soit vraiment du côté scénaristique ou graphique. C'est vraiment des œuvres que je conseillerais à beaucoup. Là, on est en fin de festival, on a eu une super idée, c'était de faire le point d'Omas. C'est comme on croise Domas tous les ans. En fait, à chaque fois qu'on va le croiser, maintenant, on va lancer un point d'Omas et il devra nous dire une phrase. Et donc, c'est le premier point d'Omas. Le point d'Omas, eh bien, il fait beau, il fait chaud. Jean-Claude Mézières a parlé. J'ai écouté et c'est vraiment une idée à la con, ce point d'Omas. Mais je le ferai quand même dès l'année prochaine, un peu mieux qu'aujourd'hui. Je vais réfléchir. Et point. Je suis avec Mariko et Avril. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, on va commencer par Mariko, on verra la squatteuse après. Donc Mariko, tu as sorti des albums chez Yill Éditions, donc il y a Réflexion affligeante et Red Eye. Tu t'es fait connaître par ton blog. Comment est-ce que tu arrives à te faire publier? C'est Yill qui est venu te chercher ou c'est toi qui allais les voir? Là, c'est vraiment moi qui suis allée les voir avec Réflexion affligeante dans un premier temps, en fait. Et ils ont dit oui tout de suite. Donc voilà, j'étais contente. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, surtout que j'avais fait beaucoup d'autres éditeurs avant et je m'étais pris que des refus. Et là, ça a marché du premier coup.
Tu viens du blog, te retrouver confronté au fait que ça va être imprimé, qu'il va y avoir plein de contraintes techniques, du fait que ça va se retrouver sur du papier. Ça a été compliqué pour toi ou tranquille? Alors en fait, à la base, Réflexion affligeante, ça a été entièrement redessiné en fait. Donc c'est des notes de blog. J'avais fait une première version en gardant les notes de blog originales. Et en fait, j'avais fait le concours du site Amilova avec l'ancienne version. Et j'avais eu des retours par rapport à ça. Bon, j'avais eu un assez bon classement, mais pas assez pour être édité. Et du coup, par rapport à ces trucs-là, je me suis dit, je vais retravailler pour en faire un truc potable à proposer à l'édition. Et donc voilà, c'est la version qui existe maintenant. Red Eye, justement, il y a un style très particulier, on dirait des collages, une ambiance. J'arrive pas à savoir si quel public tu vises avec ça. Alors Red Eye, bon, la couverture fait un peu collage, mais en fait l'intérieur c'est différent en fait. C'est plutôt un style un peu burtonien, mais voilà, ça fait plus petit gag à la Tex Avery, des chutes, des trucs, et tout en muet en fait. Donc... Pourquoi ce choix d'une couverture dans un style différent de l'album? Parce que je trouvais ça mignon. Voilà. Non, je sais pas. C'était comme ça. Je me suis pas posé plus de questions que ça. D'accord. On est dans du strip, du gag en une planche, voire un peu plus, un peu. En 1 à 5 planches. Voilà, et il y a une histoire en fait en fil rouge qui suit au travers des gags, une petite histoire d'amour et ça se termine en happy end. Et pourquoi tu couperas. Pourquoi faire du muet en fait et pas avoir fait parler ton personnage? J'avais envie de faire un truc différent parce que par exemple dans Réflexion affligeante, il y a beaucoup de bulles, ça parle beaucoup. Et Red Eye, j'avais vraiment envie de tester un nouveau truc, un univers un peu plus mignon, un peu différent. Donc puis après c'est venu comme ça qu'en fait il y avait pas besoin qu'il parle spécialement pour que les gags fonctionnent. Et ça te demande pas plus de travail en fait justement quand quand on enlève le texte finalement de penser les cases pour que ça fonctionne justement sans texte? C'est vrai qu'il y a eu une plus grosse réflexion sur le storyboard sur Red Eye que sur Réflexion affligeante. C'est vrai. Parce que Réflexion affligeante en plus ce ne sont que des gags en une case, donc il n'y a pas vraiment de storyboard, il faut juste réfléchir à comment on peut résumer une situation et faire un gag sur un seul dessin en fait. Donc là, voilà. C'est un peu différent effectivement. Avril, toi t'es venu squatter pour faire des petits dessins kawaii. Et elle a essayé de t'acheter avec des Pyrénéens. Ouais, c'est dommage, j'aime pas ça. Donc tu es venu squatter, donc tu fais des petits dessins kawaii, je vois ça, et tu as un blog. C'est quoi ton blog? Mon blog c'est un Tumblr en fait, donc il y a l'adresse ici. Qu'est-ce que je fais? Je donne l'adresse? Oui. Ok, donc moi c'est Avril Cute Craps en fait, c'est c'est les petites merdes mignonnes d'Avril quoi. Je vois pas ça autrement encore. J'aimerais bien traduire ça, ne serait-ce peut-être un petit recueil, mais c'est vrai que je suis vraiment une squatteuse là. Elle squatte mon canapé, je squatte son stand, voilà. On fait ça comme ça. T'as des ambitions avec tes dessins de produire un truc, de publier quelque chose, de faire une histoire, de la BD ou de l'illustration? En fait, pas tant que ça parce que j'ai pas envie de faire de la BD, j'ai envie de faire du dessin animé moi. Donc peut-être un jour en dessin animé, pourquoi pas. Mais si la BD, j'ai l'occasion de faire de la BD, oui, mais plutôt du dessin animé quand même. On a une question qu'on pose tout le temps, c'est quelle est votre dernière découverte en BD, quel que soit le genre, un truc que ce soit récent, ancien, n'importe quoi. Et c'est là que les moments de réflexion intense arrivent. Mariko. Alors moi c'est la série Reine Beauté qui est sortie chez Dupuis, c'est des carrascoettes et je trouve ça juste excellent en fait. L'univers graphique c'est énorme, c'est un gros coup de cœur, vraiment voilà, j'adore. Avril, tu réfléchis encore, je sens. Moi en fait ce sera plutôt mon dernier achat en fait c'était sur Angoulême en fait et j'ai acheté ma première BD de Bastien Vives et c'était Paulina et franchement c'est juste excellent. D'ailleurs j'ai ma dédicace de Bastien Vives, je peux mourir heureuse maintenant, comblée. Est-ce que tu as pris une mèche de ses cheveux? J'ai essayé, il m'a repoussé. Il est vraiment pas joueur.
Je suis avec Guillaume de la BDRI car j'ai été lâchement abandonné par mes confrères. Guillaume, on le connaît bien, c'est un peu mon dealer habituel et d'habitude c'est pas lui qui est au Festival des Calanques et des Bulles et aujourd'hui il est là. Salut Guillaume. Salut, bah alors déjà tu la coupes s'il te plaît parce que j'assumerai pas ce que je vais dire. Et plaisanterie mise à part, bonjour et vas-y dis-moi, je t'écoute. Tu es donc le libraire du festival. Comment ça se passe pour être libraire d'un festival ? Il faut payer un droit de passage, faut faire des grands sourires aux organisateurs. Écoute, cette année ça s'est organisé un petit peu sur le pouce, au pied levé, au dernier moment. Ça, en fait, on est en relation avec l'association À l'ombre des bulles de Marseille, qui nous a rencardé pour tenir la librairie côté comics, parce qu'ils amenaient le comics au Calanques et des Bulles pour la première fois cette année. Et voilà, donc on devait s'occuper du comics. Et il y a 2 semaines, malheureusement, le libraire habituel des Calanques et des Bulles n'a pas pu s'organiser pour venir ici. Donc on nous a demandé de tenir la librairie générale. Du coup, on a pris tous les bouquins, on s'est organisé au dernier moment. Et voilà, après, comme sur tout festival, faut payer le stand. Donc il faut arriver à vendre suffisamment pour rembourser le stand. Ensuite, on fait venir les bouquins, on se débrouille pour qu'il y ait suffisamment d'albums pour que tout le monde puisse dédicacer. Et voilà, en gros le principe de fonctionnement de base d'un festival. Bon là, quelque part, t'as eu un super gros coup de bol d'avoir toute la librairie, étant donné que la moitié des auteurs de comics ont annulé. Ouais, parce qu'en fait, mais même si tous les auteurs de comics avaient été là, vu le taux de fréquentation de cette année, si j'avais dû payer le stand que j'ai payé là avec seulement le comics, c'était même pas la peine que je revienne l'an prochain. Là, je repartais une main devant, une main derrière, clairement. Ça, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de fréquentation sur le salon ? Moi, perso, je suis déçu, vu que ça fait à peu près, c'est la 17e édition, donc ça fait 17 ans que ça existe, que j'en entends parler. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de fréquentation que ça, et je m'imaginais, par rapport au chiffre d'affaires que j'ai fait là, j'imaginais à peu près le double. Et donc je suis pas du tout dans ce que j'imaginais. Bon, heureusement pour moi, c'est suffisant pour payer mes frais et faire un tout petit peu de marge. Mais voilà, assez déçu par la fréquentation et par la vente. Je pensais faire un peu plus que ça. Ok, donc un petit peu déçu par le festival, mais si on te demande de revenir l'an prochain, tu reviendrais ? Du coup, vu que j'ai fait un petit peu de marge et que je suis rentré dans mes frais, si je dois revenir l'an prochain pour la librairie générale, là, je pense que la réponse sera oui. Si on me dit tu reviens l'an prochain seulement pour le comics, je dis il faut que vous me divisiez le prix du stand par au moins 3. Sinon c'est sûr je serai jamais dans mes frais. Bon, mais à part ça, donc là tu es libraire, est-ce que ça change de l'ambiance de la librairie au niveau du festival, des rencontres, des clients, des gens que tu vois ? Oui et non. J'ai recroisé pas mal de mes habitués. Qui sont là sur à peu près toutes les dédicaces que j'organise et quasiment tous les festivals où je vais. J'en fais pas beaucoup, mais à chaque fois que je vais dans un festival, même à titre perso, je les croise. Et après, oui, pas mal de nouvelles têtes. C'était aussi ce que je recherchais ici, un peu me faire connaître par des gens qui me connaissent pas encore. Et donc voilà. Après, l'ambiance est toujours un peu différente de la boutique, puisque c'est pas dans une boutique on vient chercher une bande dessinée, les conseils d'un libraire, etc. Sur un festival, on vient plutôt, et encore que sur celui-là pas tant que ça, mais sur un festival à la base on va plutôt chercher des bouquins pour rencontrer un auteur et se faire dédicacer ses livres. Donc il se trouve que là, avec les bouquinistes qu'il y a autour, il y a aussi pas mal de gens qui viennent chiner, et donc on me demande des bouquins que je pensais pas vendre, donc que j'ai pas amené. Mais voilà, l'ambiance est un peu différente. Après, par exemple, je vends beaucoup plus de goodies ici qu'en boutique. C'était aussi ça que je voulais essayer, donc oui, j'en suis convaincu maintenant. Sur un festival, je fais plus de goodies qu'en boutique, parce que dans ma boutique, on me connaît pas pour ça. Voilà. C'est quoi ta dernière découverte en BD ? Le dernier truc que t'as lu, que t'as fait waouh ? Le dernier truc que j'ai lu, que j'ai fait waouh, ça dépend, tu veux quoi ? Manga, comics ? Peu importe, le truc, quel que soit le genre, le truc que t'as fait waouh. La route 78 de Eric Cartier. J'ai fait waouh. C'est, comment dire, j'ai rarement lu des BD qui sont capables de me faire sourire, de me faire rire et de me faire pleurer en un seul bouquin. Il était en dédicace hier à la BDRI, qu'est-ce que tu foutais là ? La dédicace sera prévue après le festival, sinon je serais resté chez moi. Non, j'exagère un peu, je serais venu quand même, mais c'est vrai que je regrette de pas l'avoir vu hier, parce que en plus, vu ce que m'a dit ma collègue, c'était sympa avec l'apéro, les petits gâteaux, les machins. On aurait été sympa, on aurait été bien à la librairie. Mais bon, c'est pas grave, je me suis vengé là ce coup-ci, je me suis prévu la bière, les douiches, les apéros pour aujourd'hui.
T'as le temps de voir un peu des auteurs, ce genre de festival, ou pas du tout? Là, non. En fait, on a eu le temps parce qu'ils sont passés devant et qu'on a pris 5 minutes pour discuter. Mais c'est vrai que sur un festival, encore plus que pendant une dédicace, on n'a pas vraiment le temps de sortir du stand pour aller voir les auteurs parce que eux-mêmes sont très très occupés. Et puis moi, il faut que je tienne mon stand parce que voilà, on est venu à deux et je vais pas laisser mon collègue sur le stand toute la journée tout seul, quoi. On s'approche de la fin du festival. On a passé une très très bonne soirée hier soir. On a réussi à manger avec les auteurs. Bon, on a dû durement négocier, mais bon, une fois qu'on a fait connaître qui on est montré, regardez, on est la voix des bulles, quoi. Ça s'est plutôt bien passé. Monsieur Mézières nous a demandé une deuxième conf. C'était plutôt cool. Ça, c'était pas cool, c'était petit temps inespéré. Deuxièmement, une forme de reconnaissance. C'est juste magique. Donc, ce qui fait qu'on a eu un planning de la journée, mais à courir qu'on n'en pouvait plus. On a fait une conférence sur les super-héros en 45 minutes au lieu d'une heure et demie. C'était comment, Thio ? Ça faisait un peu un TGV, en fait. C'est comme quand on écoute un podcast en vitesse 1,5. Ouais. C'était ça. Et on a fait une salle presque comble, c'était un truc de fou, on est dégoûté. Environ, je pense, une bonne 60aine de personnes. Et ça, franchement, ça fait plaisir, quoi. Minimum 60. Ouais. Minimum 60, c'était très plaisant. Ce qui était dommage, c'est que du coup, avec les personnes qui étaient là, à cause du temps restreint, on n'a pas pu avoir d'échanges, de dialogue, de questions-réponses. Ce côté-là était un petit peu frustrant. Voilà. En tout cas, la journée, d'un point de vue de l'organisation, c'est beaucoup mieux passé qu'hier, même si on a eu une petite anecdote rigolote avec la voiture en arrivant. On n'en parlera pas. Ouais, c'était rigolo, on s'est retrouvé coincé entre deux barrières, on a eu du mal à passer, on a dû prendre des chemins de traverse dans la garrigue. Mais en fait, t'aurais dû dire que si Lunch nous fait pas 10 commentaires, en fait, on le dit pas. Ah, je le garde pour une prochaine anecdote. Il y a Mézières qui nous a dit un truc top secret, si Lunch fait pas 10 commentaires, on le fait pas. Mais il va nous faire 10 commentaires nuls, mais c'est pas grave. Lunch, on compte sur toi. A, B, C, D, E, F, G, H, I et J, voilà, donc 10 commentaires, il mettra une lettre à chaque fois. Donc là, on est en train de courir pour choper quelques dédicaces avant de partir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de faire dessiner nos bouquins. Non, mais pour le coup, même perso, je n'ai même pas acheté du tout cette année. Moi, j'ai une petite dédicace de Martin Tristram, du coup, qui a eu la gentillesse de me la faire alors qu'on était en train de faire la conf et que du coup, il est parti, j'ai même pas pu le remercier, et qui est génial, et il faudra que je le remercie via mail ou même voilà, via l'émission. Voilà, et puis là, encore quelques interviews et on se retrouve pour terminer cette émission. Je suis avec Sébastien, Antoine et Lolo des cosplayers. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes des cosplayers, vous êtes venus pour le cosplay ou pour le festival ou les deux ? Les deux, oui. D'accord. Pareil. Il y avait un truc qui vous intéressait en particulier sur le festival, qui vous a attiré ? Un peu de tout, on s'intéresse à tout en fait. Tout ce qui est comics, le surtout. Moi je connaissais pas, je connaissais que de nom, je voulais voir à quoi ça ressemblait en fait. Les conventions en général, les festivals, il n'y a rien de particulier qui m'attire à chaque fois, c'est plutôt en elle-même qu'elle m'attire. Vous êtes des cosplayers, vous faites partie d'un collectif ou vous faites ça juste pour le plaisir ? Oui, on est on peut le dire, on a fait notre petite équipe, la Team Irézir. Alors pour ceux qui chercheraient sur Facebook, H-I-R-E accent aigu S-I-R. Et team avant, bien sûr. Donc pas team le prénom, team équipe en anglais, je précise, on sait jamais. Vous étiez donc en super-héros, on avait un Thor, un Captain America et un Loki. Vos préférences vont toujours vers les super-héros ou vous essayez d'autres univers ? Moi j'ai fait la fée Clochette aussi. Après je crois que c'est des super-héros la plupart du temps, mais après j'ai eu envie de faire la fée Clochette aussi. Ouais, moi aussi je vais faire Nathan Drake de Uncharted dans pas longtemps. C'est pour recycler la veste en cuir ? Voilà. Moi je suis connu pour être un putain d'indécis, donc moi aussi très... Bon, comics d'accord, mais aussi films, jeux vidéo, manga. Par exemple sur mes cosplays j'ai aussi fait Nicky Larson, et pour les mangas, Aizen, et je prévois des persos de JoJo's Bizarre Adventure. Et en jeux vidéo à l'heure actuelle, je prévois surtout Dovahkiin. Combien de temps pour faire vos costumes ? Ça dépend pas mal du costume, oui. J'ai fait un Green Arrow, il m'a mis... en y allant tranquillou, il a dû me prendre même pas 2 mois. Pour Thor, vu que j'avais beaucoup moins de budget pour celui-là, le temps de réunir le budget, surtout ce qui m'a fait le plus chier, c'est histoire vraie. Si on compte en plus le refaire ici, il a bien dû me prendre... pour le faire, il m'a fallu environ 3 mois. Pour le faire en l'état où il est actuellement, il m'en a fallu le double au moins.
Et moi, pour Loki, normalement j'aurais dû prendre du vrai cuir, mais bon, le cuir ça coûte cher. Donc du coup j'ai dû prendre du simili-cuir, qui est pas très cher, mais qui coûte quand même. Et après, qu'est-ce qu'on avait pris Du tapis de sol. Un tapis de sol. Normalement j'aurais dû prendre du Bourgla, mais c'est trop cher aussi. Donc voilà. C'est cher un costume, si on veut le faire comme on veut. Une idée des tarifs, parce que j'ai aucune idée, je suis pas du tout... On va dire qu'en low cost, en qualité de base pour débuter, ça peut, en comprenant tout, aller assez facilement à 150 et les cosplays de très haut niveau. Je ne dis... C'est... Oui. Je crois que ça va jusqu'à au moins 1000. Véridique. Beaucoup, On a eu des témoignages, c'est vrai. Il y a un cosplayer qui est très connu, qui lui il fait vraiment des bons cosplays en cuir et tout. C'est Benjamin, comment déjà Black Flame. Il fait des bons cosplays, et il utilise vraiment des bons matos. Et lui, je pense que ses cosplays doivent valoir bien. Il a d'ailleurs un truc, c'est l'atelier des flammes noires. Ouais, comme on lui Fallait fait le de la voir. pub au sensei. C'est quoi le truc qui vous a le plus plu sur le salon cette année ? Moi j'ai bien aimé comment ça s'appelait là, le truc des super-héros là, la conférence des super-héros, c'était rigolo. J'avais oublié en plus. On est en train de vous lécher les boules. C'était super. C'était assez marrant parce que du coup nous on se la pavane, on disait c'est nous et vous du coup vous réagissiez. On a appris des trucs. Des trucs qu'on connaissait pas, on en a appris. Ouais, Pourtant on était super speed. Hein. Oui c'est vrai, il y a des trucs que je savais pas, je dis ah bon c'est vrai. C'était super. Ah bah, à la conférence des super-héros, on voyait d'ailleurs que les animateurs étaient particulièrement sexy. Non, moi je saurais pas trop dire. Il y a en convention, moi, je l'ai dit, je suis un putain d'indécis sur quasiment tout, donc il y a pas grand-chose qui m'a déplu. Non, il y a rien de particulier qui m'a déplu. Et bah, moi j'ai bien aimé. Un tout petit truc qui m'a déplu, c'est que je n'ai pas pu faire la maison hantée, trop de monde. Non, rien à dire. Non, rien de spécial, mais j'ai tout adoré, moi. Il y a tout qui me plaît, moi. Fin de festival, nous sommes avec François, le boss de cette année. Salut François. Bonjour. Pas trop crevé? Si, pas mal. Ça a été quand même beaucoup de boulot d'organiser toute cette équipe, d'arranger le plus possible tous les intervenants sur le festival et surtout de plaire au public, bien sûr. Ouais, il n'y a pas eu trop de couacs cette année? Pas trop de difficultés? Je sais qu'il y en a tous les ans, on peut pas être parfait. Et ben, au niveau de l'installation, tout se passait bien. Et puis, malheureusement, en arrivant à la gare pour chercher les auteurs le samedi, on a eu des retards à répétition qui ont malheureusement donc décalé pas mal d'animations et le programme en général du samedi après-midi. Donc avec une grande partie des auteurs, donc on était sur 9 auteurs qui devaient arriver donc le samedi matin en fin de matinée et qui ont eu du retard et ça a décalé malheureusement des dédicaces, des conférences et ça a pu être un problème et une incompréhension du public. Il n'y a pas eu trop de râleurs justement, parce que nous on voyait pas trop les gens en dédicace parce qu'on était à courir à gauche à droite. Il n'y a pas eu trop de gens désagréables? On a eu quelques remarques, des gens qui sont arrivés très très tôt, mais on a trouvé la solution. On a fixé une liste de personnes qui, selon leur ordre d'arrivée, pour notamment les dédicaces donc, de Jean-Claude Mézières, qui n'avaient pas forcément donc, commencé les dédicaces à l'heure prévue à cause de la conférence, des conférences samedi et dimanche. Et en créant cette liste, les personnes attendant leur dédicace pouvaient vaquer à leur occupation, sachant qu'ils étaient sûrs d'obtenir à la fin cette dédicace. Avec ce système de liste, t'as pas un peu l'impression de te retrouver comme à la sécu? On a eu un petit peu ce rôle-là, c'était... Et maintenant, François, suivant. Et il fallait surveiller les noms des gens et être sûr que tout se déroulait selon les petits tickets. On aurait presque pu mettre le système de tickets comme à la boucherie dans les grandes surfaces. Mais... Ok, des bonnes surprises aussi? Les très bonnes surprises, c'était bien sûr de rencontrer Jean-Claude Mézières tout d'abord, parce que pour tous les fans de bande dessinée, c'est quand même un monument, vraiment. Et les bonnes surprises aussi, c'était les impressions des auteurs donc qu'on a récolté tout au long du week-end, qui ont apparemment donc passé un bon festival dans une bonne ambiance. Et on est content d'avoir su créer cette ambiance et l'ambiance général du festival avec ce point d'amélioration cette année qui était sur la disposition de l'ensemble des intervenants sur le festival qui me semble
plus adaptée que celle de l'année dernière. Oui, on rappelle, l'an dernier, il y avait tout un pôle comics un peu à l'écart, qui créait sa propre petite ambiance, et là, les auteurs de comics étaient avec les autres. Par contre, du coup, comment vous avez fait pour faire venir Mézières, en fait? Parce que c'est un grand nom, quoi. Là, de suite, on vise quand même le top du top, quoi. Des étudiants t'ont payé. Non, absolument pas. L'histoire est simple. J'avais essayé l'année dernière, au plus grand des hasards, en me disant sait-on jamais. Il ne pouvait pas, et j'ai retenté ma chance donc cette année, étant toujours donc responsable de la programmation du festival. En fait, l'histoire est toute simple, c'est que Jean-Claude Mézières, habitant donc Paris, m'a répondu suite à ma deuxième invitation que lui parler de Marseille et des calanques fin mars, alors qu'actuellement à Paris il fait gris et il pleut et il fait froid, ça le fait rêver, et il voulait absolument voir Marseille et les calanques. Il a été servi, je pense, pour le coup. En plus, on a eu une bonne météo, ce qui n'est pas le cas tous les ans. Vous avez fait des rituels impies pour invoquer le beau temps. Et oui, c'est vrai qu'on a eu énormément de chance, comme l'année dernière finalement, donc beaucoup de chance de ce côté-là. Du vent, mais sans que ce soit excessif. Donc les auteurs ont pu profiter soit des calanques, soit du Mucem et du Vieux-Port à Marseille, selon leurs envies et leur envie de marche. Donc ouais, ce temps a été vraiment une bénédiction, que ce soit pour les auteurs et les visiteurs. Il y avait pas mal moins d'auteurs, j'ai envie de dire, que les autres années. C'était des contraintes d'organisation, beaucoup de désistements, ou est-ce que c'était aussi des problèmes budgétaires ? Il y a eu un souci, disons, d'organisation, un changement de méthode dans la méthode d'invitation des auteurs qui s'est révélée infructueuse, donc une perte de temps. On a eu quelques désistements, malheureusement, dont certains désistements liés à des problèmes de santé, donc qu'on excuse bien sûr, c'est tout à fait normal. C'est lié aussi un peu à de la chance, on a peut-être mal choisi notre date, je sais pas, peut-être qu'on tombait sur d'autres festivals importants, et on espère très franchement avoir une programmation plus conséquente pour la prochaine édition. Justement, je pense à ce qui se passait en même temps ce week-end. Il y avait 2 événements BD qui avaient lieu. Il y avait donc la Cyberbulle, qui est un festival qui est à Compiègne où ils font des transmissions en direct de conférences. Tu as aussi les 23 heures de la BD. Vous avez pensé à essayer de vous associer à ces festivals ou vous avez appris qu'ils existaient trop tard ? C'est toujours un peu compliqué parce que tout d'abord, dans le choix des dates du festival, ça se fait assez tôt et c'est soumis à des contraintes à la fois donc de l'ordre étudiant. Si la semaine avant ou après on a des partiels, tout simplement, on ne peut pas se permettre de bloquer 40 bénévoles étudiants un week-end entier. On ne peut pas mettre en péril nos études aussi. Il faut savoir jongler avec ça. Il faut aussi jongler avec les week-ends fériés, enfin ces choses-là. Et c'est vrai que ce changement d'équipe chaque année, ça représente forcément une dose de travail qui est forte. Il faut savoir associer les cours et le travail du festival. Et le début d'année n'est pas forcément évident. On se retrouve projeté dans cette organisation du festival. Il faut vite s'adapter à chaque contrainte et se rendre compte rapidement des problèmes, des points qu'il faut résoudre. Et c'est vrai que on n'a pas pensé, vraiment pas faire une association avec ces projets, et je vous avoue même qu'on a un peu passé à côté de même l'existence de ce projet, ou alors quelques semaines avant le festival seulement. Si tu devais donner un conseil pour tes successeurs, quel serait-il ? Trouver quelqu'un de la trempe de Jean-Claude Mézières, donc vous avez du boulot les gars, mes futurs que je ne connais pas encore, parce que bon voilà, pour la petite histoire, c'est vu que nous sommes étudiants, je peux pas rester sur 50 éditions du festival, s'il y a 50 éditions, espérons. Donc oui, essayer d'avoir des conseils classiques, une programmation de qualité, et surtout vraiment travailler cet esprit de festival étudiant avec un bon esprit, que ce soit donc pour tous les visiteurs
et aussi pour tous les intervenants. Et c'est ainsi qu'on crée vraiment, je pense, un festival qui marche. Un festival qui marche, finalement, c'est pas le festival qui va ramener le plus de visiteurs ou qui a forcément la plus grosse des programmations, c'est celui où tout le monde sort content, que ce soit les bénévoles, les festivaliers ou auteurs et intervenants sur les festivals. Il y a une ancienne étudiante qui est revenue, qui s'est mise maintenant à la bande dessinée. J'ai oublié son prénom. Émilie. Donc Émilie. Est-ce que c'est vous qui l'avez sollicité? Est-ce que c'est dans l'autre sens? Est-ce que c'est elle qui vous a sollicité? Et finalement, est-ce que vous avez demandé son avis sur le festival, puisque elle avait participé à 2 éditions, savoir comment est-ce qu'elle avait perçu les choses, puisqu'elle l'avait vécu de l'intérieur et cette fois-ci de l'extérieur? En fait, c'est notre responsable, en fait, vu que nous sommes une association étudiante qui est liée quelque part à notre école, nous avons un responsable dans l'école qui juge et vérifie le bon déroulement de l'organisation. Et il connaît bien, il suit depuis toujours ce festival et il connaissait donc c'est Monsieur Pelazza, et Monsieur Pelazza connaissait donc bien sûr Emilio Prescu. Il nous a proposé, puisqu'elle pouvait venir, de l'inviter, et elle a proposé donc de réaliser des portraits des visiteurs et que les dons récoltés seraient ainsi versés au festival. C'était tout. Selon moi, c'était vraiment la moindre des choses d'accepter, parce que c'est toujours un grand plaisir d'avoir une ancienne du festival. On est quand même une famille, et c'est vrai que la vie associative, même quand on rencontre un ancien membre, et dès la première fois, il y a un lien qui se crée, parce que c'est des expériences fortes, et en plus, elle commence à vouloir percer dans le milieu, et je pense que c'est la moindre des choses de retourner l'ascenseur à des anciens qui finalement, en réussissant leur édition du festival, ont permis la pérennité du festival, et que moi, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir organisé cette 17e édition. La dernière BD que tu t'es fait, waouh, c'est trop bien ça. Le dernier truc trop bien que t'aies lu. Alors, je retrouve le nom. La fatigue ne m'aide pas à avoir une bonne mémoire. C'est pour ça qu'on pose des questions en fin de festival. Donc, c'est une BD de Bruno. Alors, il était malheureusement pas sur le festival. Espérons, pour mes futurs, invitez-le. C'est vraiment un très grand auteur, Bruno. Il a fait Tyler Cross. Tyler Cross, c'est une de mes dernières lectures. J'ai découvert ça. J'ai toujours aimé son style, notamment dans Biotope. Et c'est une BD qui se savoure réellement. Il a un style de dessin reconnaissable au premier coup d'œil, et très très bonne surprise en lisant cette BD. Je vous la conseille tous au niveau du dessin et du scénario. Ok, merci beaucoup. Et puis on te croisera peut-être l'an prochain dans les couloirs. J'espère plutôt avoir trouvé un stage. Il faut quand même peut-être que je continue mes études. Donc je suis désolé de te dire que non, j'espère que je ne te recroiserai pas et que je serai à l'étranger en stage. Ok, merci beaucoup. Repose-toi bien. Range bien d'abord, et puis après repose-toi bien. Ciao. Merci beaucoup d'être venu sur le festival, et j'espère que vous serez toujours là, parce que vous avez été vraiment d'une aide précieuse pour tout ce qui a été interview et conférence lors du festival, et toute l'équipe vous remercie. Bon alors, les calencules, les gars, c'était comment ? Un début laborieux. Disons que c'est toujours pareil en fait. Au début, ça grince un peu, ça pique, c'est pas très top. Mais à la fin, c'est savoureux. C'est ça, faut que ça coulisse. C'est vachement bien résumé. Oui, parce qu'en fait, vous avez eu une impression sur le début, et puis là, le final, en fait, depuis hier soir, où on a passé une très très bonne soirée. On a passé une excellente soirée. Moi, j'ai fini, j'avais mal aux côtes, quoi. Il y a un moment où j'ai fait, arrêtez, je peux plus, je ris trop. Voilà. Non, on s'est vraiment bien poilé. Je vais garder un petit regret. On n'a pas interviewé Julien Monnier et Fred Chabot. Voilà, ça reste le petit regret du festival, au-delà de toute dédicace. C'est des gens avec qui on a passé une super soirée, on a passé de super moments tout au long du festival. Et malheureusement, à force de raconter des conneries, de rigoler, de machin, on en a oublié le fait de les interviewer. Et quand on a voulu le faire, ils étaient sur le départ, et c'était trop tard.
Voilà, parce que c'est vrai que improviser une deuxième conférence avec Mézières aujourd'hui, alors tu peux difficilement dire non, tellement c'est super sympa à faire, donc nous on a pris un très très grand plaisir. On vous fera un mélange des deux conférences qu'on a faites pour que vous ayez vraiment une maxi interview. Et on a enchaîné sur les super-héros, on a fait une conférence qui est censée durer 1h30, on l'a fait en 45 minutes en courant, parce que pour le coup on avait grignoté sur notre temps. On avait on avait du monde, franchement c'était super sympa. Là pour le coup on avait du regret à bisquer un peu de se dire merde, on avait du public. C'est la deuxième petite frustration, mais en même temps c'est une frustration que là pour le coup on a choisi, puisqu'on a préféré privilégier la deuxième conférence avec Mézières au plaisir éventuel d'échanger avec le public sur la conférence super-héros. En même temps je regrette pas le choix, quoi. Ouais, en même temps, disons qu'en fait, on pensait surtout pas qu'il y aurait au moins 60-70 personnes dans la salle, quoi. Ouais. Ah non, c'est sûr que c'était un petit peu surprise et en même temps, du coup, je me demande combien est-ce qu'il restait de personnes sur les stands. Ouais, moi, je me suis demandé s'il y a des gens qui étaient dans la salle, en fait, ils attendaient pas pour une autre truc après, comme on était à la bourre, tu vois. Non, il y avait rien après. C'est match d'impro ensuite. Ouais, c'est bien ce que je dis, il y avait rien après. Ok. Les matchs d'impro, truc qu'on rate tous les ans en fait, et qu'on oui, ne voit jamais. Pourtant sont super bien paraît-il. Hein. Non, mais bon là pour le coup, à un moment donné, on peut pas tout faire. Voilà, donc impression du festival, vous avez eu tout le mauvais dans les premières impressions, et puis là elle est très bonne. Allez, un petit regret, d'habitude il y a un petit apéro, une petite bouffe l'arrache le soir, et là rien, bon on a fait un petit apéro tranquille, hein. Encore une fois, avec Mézières, et c'est tout. Parce qu'en fait, on en revient à ce qu'on a critiqué dès le départ, c'est un problème d'ambiance où les étudiants ne se sont pas particulièrement investis pour créer quelque chose. François, je suis moyennement d'accord avec lui en disant qu'il y avait une bonne ambiance. Je trouvais justement qu'il y avait un manque d'investissement de manière générale de la part des étudiants. Après, ça ne veut pas dire que personne n'a rien fait, mais il y en a qui ont bossé, c'est sûr, mais il y en a aussi qui n'étaient pas là. Et ça a nuit un petit peu à ça. Et je pense que voilà, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'auteurs, les quelques-uns qui auraient pu rester, s'ils ne sont pas restés, c'est pas pour rien. Disons qu'il y a aussi que Thierry note la réussite d'un festival étudiant au nombre de sourires d'étudiantes qu'il a eu, et il n'y en a pas eu des tonnes, quoi. Alors non, là je suis désolé de te dire ça comme ça de manière aussi abrupte, mais non, je me rends compte qu'en fait je suis plus raccord avec les étudiants là. Il est trop vieux pour ces conneries. Voilà, en tout cas, ça reste une édition qui était mal partie, où on a passé un très bon moment, on regrette pas, on reviendra sûrement l'an prochain, surtout qu'ils ont décidé de prendre un peu plus d'avance maintenant pour contacter les partenaires, donc je pense que c'est une très bonne idée, et que si c'est quelque chose qui conserve, ça permettra d'améliorer le festival. Complètement. Et je me rappelle quand même que, il me semble, l'an dernier ou il y a 2 ans, on se disait putain, ça va être chaud quand même pour qu'ils arrivent à avoir un parrain qui soit aussi bien qu'Arthur de Pince ou Florent Chaouet. Et en fait, là, avec Mézières, au départ, on se dit putain, merde, c'est Mézières, quoi, c'est un monument. Et en fait, putain, c'est un monument, ouais, mais waouh, comme c'était trop bien. Donc, comme l'a dit François, pour l'année prochaine et les années prochaines, bon courage pour arriver à trouver un parrain qui soit de la même pointure. Après, ils pourront aussi trouver des auteurs qui sont peut-être moins connus, qui n'ont pas du tout la même réputation, mais qui seront tout aussi accessibles. Et finalement, l'essence de ce festival, ça reste la rencontre et l'accessibilité des gens. Et voilà, il faut que tout le monde soit au même diapason, auteurs, partenaires et étudiants. Voilà. Et puis oui, non, c'est clair, le parrain, l'an prochain, ils vont en choisir un qui va être très très bien, mais qu'on va pas aimer. Tu vois, ça va être un truc comme ça. Le gars, on supporte pas son travail, alors qu'il est très très bien ce qu'il fait, mais nous on n'aime pas. Je sens un truc qui pourrait être rigolo comme ça, non ? Je crois qu'il y avait déjà un membre du trio qui n'était pas fan de Valérien et Laureline. Ah oui, je le reconnais. Hein. Moi, Valérien et Laureline, je n'y suis pas rentré. Quand j'étais gamin, je n'y suis pas rentré. Et en tant qu'adulte, je n'y suis pas rentré non plus. Mais par contre, quand il a rencontré Mézières, il s'est régalé. C'est ça, parce que ce qui me plaît là-dedans dans un festival, c'est la rencontre avec les gens, la rencontre avec les auteurs. Tu rencontres la personne, tu rencontres pas simplement son coup de crayon ou ce qu'il a à raconter. Et c'est quelqu'un qui a des choses à raconter, qui a vécu des choses. Quand bien même je suis pas fan de son travail, je suis fan de la personne. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On essaye de vous faire le montage de l'interview de Mézières assez rapidement pour vous la mettre en ligne. Quand tu dis on, c'est toi. Hein. Oui, voilà, on essaye moi. Non, mais c'est la voix des bulles, tu vois, je suis une entité à moi tout seul. Et sur ce, on vous dit à très bientôt, on va bouffer, ouais. Manger!
alors ça fait longtemps que j'aime dessiner. C'est bizarre de... Je me sens stressée, hein. Vous pourrez couper ça en montage. Sûrement. D'accord, ok, je continue. Zut, j'avais une question en tête, je l'ai encore perdue. Ça m'arrive souvent ça. Elle passe la question et puis elle disparaît pendant que j'écoute la réponse. Qu'allais-je dire Ouais, non, je vais faire du compage après, du coupage, montage.
Ah, pardon. À 16h30, tac au tac. Je crois qu'il y aura du montage, ouais. Et enfin, finalement, la fermeture de cette première journée. Vas-y, reprends. Ouais. Ok, où est-ce que j'en étais du coup? Retard sur les dédicaces. Non, ça c'est SNCF, ça. Papapapam, padam, pam. Le train TER numéro 18756.